Je m'appelle Victoria Hayes, j'ai 36 ans et je vis dans la ville côtière de Millbrook Harbor, dans le Maine. Pendant 8 ans, mon mariage semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration intérieure. Une charmante maison victorienne avec vue sur l'océan, un mari brillant qui voyageait pour son cabinet de conseil, et moi, l'épouse dévouée qui veillait à ce que tout soit parfait. Mais en réalité, cette image parfaite était maintenue par mon silence, ma patience et ma volonté de prétendre que la solitude faisait partie de la vie d'adulte. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari ait l'audace d'amener sa maîtresse chez nous, pensant que j'accepterais simplement la situation. Ce à quoi il ne s'attendait certainement pas, c'était que mon père intervienne pour lui rappeler exactement à qui il avait affaire. Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car celle de demain est vraiment spéciale et j'ai hâte de la partager avec vous. Mon mari Trevor a 38 ans et travaille pour Apex Strategic Solutions, une société de conseil en gestion haut de gamme qui sert les entreprises de Fortune 500. Son travail l'oblige à voyager constamment, parfois à Boston, parfois à New York, parfois même jusqu'à Chicago ou Atlanta. Du moins, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Trevor a cette façon de faire. Tout semble si important, si nécessaire. Victoria, tu sais comment sont ses clients, disait-il en ajustant sa cravate hors de prix. Ils ont besoin d'être accompagnés lors de réunions en face à face. Cet accord pourrait nous assurer une vie confortable. Si vous aimez l'histoire de notre chaîne, n'hésitez pas à la liker. Et si ces histoires vous intéressent, rejoignez notre communauté. Merci. Je termine le début. Je croyais chaque mot. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Portland State, où je terminais mon diplôme en éducation de la petite enfance. Trevor travaillait déjà, avait déjà réussi, avait déjà confiance en lui. Je me suis senti spécial quand il m'a choisi. Il arrivait en ville avec des fleurs, m'emmenait dans de bons restaurants et parlait de notre avenir comme s'il s'agissait d'une chose magnifique et inévitable. Après notre mariage, j'ai pris un emploi à l'école primaire Millbrook en tant qu'enseignante de maternelle. J'adore ces petits visages, leurs questions sans fin, leur enthousiasme pur pour l'apprentissage de nouvelles choses. Mais Trevor a commencé à me suggérer que je devrais peut-être envisager quelque chose de plus flexible. Il disait des choses comme « Et si nous voulions voyager ensemble? Et si j'obtenais une promotion qui nous obligeait à déménager? » L'enseignement est tellement contraignant. Alors, quand Trevor a obtenu sa grande promotion il y a 3 ans, j'ai fait ce que je pensais être un sacrifice temporaire. J'ai quitté l'enseignement pour soutenir sa carrière, pensant que je reviendrais une fois que nous serions installés dans notre nouvelle routine. Juste pour 1 an ou 2, me suis-je dit, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Mais les choses ne se sont jamais stabilisées. Le calendrier des déplacements de Trevor est devenu plus exigeant, et non moins. Il partait pour 2 semaines, revenait à la maison pour 3 jours, puis repartait. Nos conversations sont devenues des appels logistiques. Peux-tu aller chercher mon linge au pressing? Il faut reprogrammer le service d'entretien de la pelouse. Mon vol est retardé. Ne m'attends pas. La maison à Millbrook Harbor est magnifique, je lui accorde ça. 3 chambres, une véranda qui fait le tour de la maison, un jardin dans lequel j'ai mis tout mon cœur depuis que j'ai beaucoup de temps libre. Trevor l'a acheté comme un investissement pour notre avenir, même s'il est rarement là pour en profiter. Je suis devenue la gardienne à plein temps d'une vie qu'il ne visite qu'occasionnellement. J'ai commencé à remarquer des changements il y a environ 6 mois. Trevor est devenu très protecteur de son téléphone, ce qu'il n'avait jamais été auparavant. Il prenait ses appels dans une autre pièce, sortait pour vérifier quelque chose avec le bureau. Quand je lui posais des questions sur ses voyages, ses réponses devenaient vagues. Toujours les mêmes problèmes avec les clients, tu sais comment sont ces types d'affaires. La solitude était le plus difficile à supporter. Je me réveillais dans notre grand lit, je préparais du café pour une personne, je m'occupais de mon jardin, je me rendais parfois en ville pour faire des courses où les caissiers me connaissaient comme cette femme adorable dont le mari voyageait beaucoup. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale juste pour pouvoir discuter avec d'autres adultes. Mon père, Robert Hayes, vit à environ 20 minutes de là, dans la ville voisine de Cedar Point. Papa, 64 ans, est un entrepreneur à la retraite qui a construit de ses propres mains la moitié des maisons sur mesure de se compter. Après le décès de ma mère il y a 4 ans,
Papa et moi nous sommes rapprochés. Il venait dîner tous les dimanches et je chérissais ses visites. Enfin, quelqu'un qui était sincèrement heureux de me voir, qui m'écoutait quand je parlais, qui remarquait quand j'avais fait quelque chose. Nouveau avec le jardin. Papa n'a jamais aimé Trevor, même s'il restait poli pour me faire plaisir. Ce garçon a des gouttes de luxe pour quelqu'un qui n'a jamais rien construit de ses propres mains, marmonnait-il. Lorsque Trevor annulait ses projets à la dernière minute ou arrivait en retard aux réunions de famille, papa se contentait de secouer la tête. La parole d'un homme doit avoir du poids, Victoria. Mais je défendais Trevor sans cesse. Il travaille dur pour notre avenir, papa. Tu ne comprends pas la pression qu'il subit. Tout le monde ne peut pas travailler de ses mains comme toi. Avec le recul, je défendais un mariage qui existait davantage dans mon imagination que dans la réalité. J'étais l'épouse d'un homme qui avait réussi, vivant dans une belle maison et menant une vie confortable. Sur le papier, tout était parfait. En réalité, je devenais un fantôme dans ma propre vie, gérant un foyer pour quelqu'un qui n'était presque jamais là, prétendant qu'un jour, lorsque les choses se seraient calmées, nous renourrions et deviendrions le couple que je pensais que nous étions censés être. Le plus douloureux était de devenir invisible. Quand Trevor était à la maison, il se promenait comme un client d'hôtel, poli, appréciant la propreté des lieux et les repas faits maison, mais distantes. Il complimentait la maison. « Tu as vraiment rendu cet endroit magnifique, Vic. » Mais il ne me voyait jamais vraiment. J'aurais pu être l'aide ménagère, vu le peu de liens émotionnels que nous avions. Je me suis surprise à attendre ses départs presque autant que ses arrivées. Au moins, quand il était parti, je n'avais pas à faire semblant que nous étions un couple heureux. Je pouvais dîner quand je voulais, regarder les émissions que j'aimais, appeler mon père sans que Trevor ne soupire à propos du temps passé en famille, interrompant ses appels professionnels. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je perfectionnais l'art de la patience solitaire, Trevor se construisait une vie complètement différente. Une vie où il n'était pas le mari absent, mais le petit ami attentionné. Une vie où les dîners du dimanche et les visites de jardin n'étaient pas des obligations, mais de véritables plaisirs qu'il partageait avec quelqu'un d'autre. Les signes étaient en tous là, éparpillés, comme des miettes de pain que j'étais trop confiante pour suivre. Les SMS tard dans la nuit, qu'ils prétendaient être des questions urgentes avec des clients. Les frais inexpliqués sur les cartes de crédit, qu'ils disaient être des dépenses professionnelles. Un nouveau parfum, de meilleures habitudes de toilette, des vêtements plus élégants que ses habituelles tenues professionnelles conservatrices, mais je lui faisais confiance. Ou peut-être faisais-je confiance à la vie que nous avions construite ensemble, aux investissements que nous avions faits, à l'avenir que nous avions planifié. Je croyais que le mariage avait un sens, que les promesses que nous nous étions faites n'étaient pas que des mots à jeter lorsque quelque chose de plus excitant se présentait. Cette confiance allait être brisée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Car Trevor ne se contentait pas de me tromper, il prévoyait de me remplacer complètement et il était assez arrogant pour penser que je m'effacerais simplement et le laisserais faire. Mais il avait oublié un détail crucial à propos de Victoria Hayes. Je suis la fille de Robert Hay et mon père ne m'a pas élevé pour que je sois le paillasson de qui que ce soit. Il m'a fallu beaucoup de soins et de temps pour préparer et raconter cette histoire pour vous. Donc, si vous l'appréciez, un abonnement rapide nous aiderait vraiment et signifierait beaucoup pour nous. Bon, revenons à notre histoire. La première fissure dans ma façade de femme parfaite est apparue un mardi pluvieux du mois de mars. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque Millburg Harbor, aidant Mme Caldwell à organiser le coin lecture pour enfants, lorsqu'elle m'a dit « Ils ont désespérément besoin de quelqu'un pour coordonner leur nouveau programme communautaire. » « C'est un poste rémunéré, ma chérie, a-t-elle ajouté en ajustant ses lunettes et en me regardant avec espoir. 20 heures par semaine pour travailler avec les écoles locales afin d'offrir des programmes d'alphabétisation aux familles défavorisées. Le coordinateur précédent a déménagé à Portland et nous n'avons trouvé personne avec le profil adéquat. Mon cœur a bondi. Après 3 ans loin du monde de l'éducation, l'idée de travailler à nouveau avec des enfants, d'avoir un but autre que celui de maintenir la maison parfaite de Trevor, m'a semblé être une bouffée d'oxygène pour quelqu'un qui avait retenu son souffle. J'aimerais en savoir plus, me suis-je entendu dire, à notre grande surprise à toutes les deux. Ce soir-là, lorsque Trevor m'a appelé comme d'habitude depuis l'hôtel où il séjournait à Hartford, je lui ai parlé de cette opportunité, de ce travail.
Sa voix avait pris un ton que j'avais appris à reconnaître. Pas tout à fait dédaigneux, mais presque. Vic, nous en avons déjà parlé. Mon emploi du temps est tellement imprévisible en ce moment. Et si j'avais besoin que tu m'accompagnes à un dîner avec un client? Et si nous devions déménager rapidement? Ce n'est que 20 heures par semaine, Trevor, et c'est un travail pour lequel je suis qualifié. Je pense simplement que tu devrais te concentrer sur la maison. Tu pourrais peut-être trouver un travail plus flexible. Tu n'avais pas dit que tu voulais apprendre la photographie? C'est un travail que tu peux exercer n'importe où, mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas immédiatement cédé. Je vais y réfléchir, ai-je dit après avoir raccroché. Assise dans notre salon immaculé, je me suis rendu compte que je ne m'en souvenais plus. La dernière fois que j'avais pris une décision sans tenir compte de l'emploi du temps de Trevor. Quand étais-je devenue si insignifiante? Le lendemain, je suis retourné à la bibliothèque et j'ai dit à Mme Caldwell que je voulais le poste. Le programme d'alphabétisation communautaire de Millbrook Harbor est devenu ma bouée de sauvetage. Travailler avec les familles, développer des ateliers de lecture, coordonner avec les enseignants. Cela m'a rappelé qui j'étais avant de devenir l'accessoire en forme de femme de Trevor. Les visages des enfants s'illuminaient lorsque je leur faisais la lecture. Les parents me remerciaient d'aider leurs enfants à découvrir le plaisir des livres. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment utile. Plus important qu'encore, j'ai commencé à me souvenir que j'étais doué pour certaines choses. J'avais un instinct pour le développement des enfants, de la créativité dans la conception de programmes et des compétences organisationnelles qui ont permis au système dispersé de l'époque de fonctionner. Madame Caldwell a commencé à me demander mon avis sur d'autres initiatives de la bibliothèque. Les directeurs d'école avec lesquels je travaillais ont commencé à me demander spécifiquement de participer à leur programme. Vous êtes une leader née, m'a dit le directeur Martinez de l'école primaire Seaside. Avez-vous déjà envisagé de passer une maîtrise en administration scolaire? Cette question m'a hanté de la meilleure façon possible. Quand avais-je cessé de penser à mon propre développement, à mes propres ambitions? J'ai commencé à faire des recherches et à m'intéresser au programme d'études supérieures pendant mon temps libre, c'est-à-dire la majeure partie de mon temps, étant donné l'absence de Trevor. L'Université du Maine proposait un excellent programme de leadership éducatif et offrait des cours du soir et du week-end destinés aux professionnels en activité. Je me suis mise à marquer des pages, à lire les conditions d'admission, à imaginer un avenir où je serais plus qu'une simple personne attendant le retour de son mari. Mon père a immédiatement remarqué le changement. « Tu as l'air différente, ma chérie », m'a-t-il dit lors d'un de nos dîners du dimanche. « Plus rayonnante, comme si tu avais quelque chose à attendre avec impatience. » Je lui ai parlé de mon travail à la bibliothèque, du plaisir que j'avais à utiliser à nouveau mon cerveau, du programme d'études supérieures que j'envisageais. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. « Ta mère serait fière de toi. Elle disait toujours que tu avais trop de bon sens pour le gaspiller à tenir la maison de quelqu'un qui n'était jamais là pour l'apprécier. » Papa, je ne te critique pas, Victoria. Je dis simplement que tu t'épanouis à nouveau. Il était temps. Cette semaine-là, j'ai envoyé ma candidature pour le programme d'études supérieures. Je n'en ai pas parlé à Trevor. Quelque chose me disait de garder cela pour moi. Au moins jusqu'à ce que je sache si j'avais été accepté. La lettre d'acceptation est arrivée un jeudi de mai. Admission complète au programme de leadership éducatif de M, avec la possibilité de commencer les cours à l'automne. Assise à la table de ma cuisine, j'ai lu la lettre 3 fois, ressentant une excitation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Lorsque Trevor m'a appelé ce soir-là depuis son hôtel à Baltimore, j'ai failli lui en parler. « Failli, comment s'est passée ta journée? » m'a-t-il demandé, mais je l'entendais taper au clavier en arrière-plan. Bien, calme, comme d'habitude. Et pour une raison quelconque, j'ai gardé la nouvelle pour moi. À la place, j'ai appelé mon père. « C'est bien, ma fille, m'a-t-il dit, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix. « Quand les cours commencent-ils? » « En septembre. » Trevor n'est pas encore au courant. Il y a eu un silence. « Victoria, tu n'as pas besoin de permission pour t'améliorer. » Mais je n'étais pas sûr que Trevor verrait les choses de cette façon. Sa vision de notre avenir semblait toujours impliquer que je sois disponible, flexible, prête à m'adapter à tout ce que sa carrière exigeait. Un programme d'études supérieures avec des horaires de cours fixes et une présence obligatoire ne cadrait peut-être pas avec ses projets pour nous. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte que je m'étais rabaissé de plus en plus pour m'adapter à la vie de Trevor.
J'avais abandonné l'enseignement parce que ce n'était pas assez flexible. J'avais déménagé à Millburg Harbor parce qu'il voulait profiter du style de vie côtier pour des escapades le week-end qui se produisaient rarement. J'avais décoré notre maison selon ses préférences, cuisiné des repas qu'il était rarement là pour manger, entretenu des relations amicales avec ses collègues et leurs épouses, même si nous n'avions rien en commun. Quand étais-je devenu si invisible dans ma propre vie? Le travail à la bibliothèque était en train de changer cela. Pendant 4 heures par jour, plusieurs jours par semaine, j'étais Victoria Hayes, la coordinatrice en alphabétisation, et non la femme de Trevor. Je prenais des décisions, je résolvais des problèmes et je recevais une véritable reconnaissance pour mon travail. Les parents m'embrassaient lorsque leurs enfants apprenaient à lire. Les enseignantes me remerciaient pour les programmes qui faisaient réellement la différence. J'ai commencé à rester après le travail parfois, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'appréciais les conversations avec Madame Caldwell et les autres bibliothécaires. Nous discutions de livres, partagions des anecdotes sur nos familles, rions des choses amusantes que les enfants disaient pendant l'heure du conte. J'avais l'impression d'avoir à nouveau des amis, de véritables amitiés basées sur qui j'étais plutôt que sur qui j'avais épousé. Un soir de juin, alors que je réorganisais les dossiers du programme, je suis tombé sur un dossier contenant des lettres de remerciement des familles que nous avions aidées. En les lisant, j'ai ressenti une chaleur et une satisfaction que je n'avais pas connues dans mon mariage depuis des années. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui m'a moi-même surprise. J'ai appelé l'université et j'ai versé mon acompte pour le semestre d'automne. Quelle que soit la réaction de Trevor, je m'en occuperai. Pour la première fois depuis des années, je donnais la priorité à mon propre épanouissement. En raccrochant le téléphone, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. Papa avait raison. J'avais vraiment changé. La femme qui me regardait avait les joues roses, une posture confiante et quelque chose dans les yeux qui avait disparu depuis trop longtemps, déterminé. Je ne savais pas que Trevor avait l'intention de me priver de tout cela. Mais surtout, je ne savais pas à quel point j'étais devenue forte en quelques mois seulement. Assez forte pour me défendre le moment venu. Et ce moment est arrivé plus tôt que je ne le pensais. L'appel est arrivé un samedi matin, fin juillet. J'étais dans mon jardin, en train de couper les roses fanées et de profiter de la brise fraîche de l'océan lorsque mon téléphone a vibré et que le nom de Trevor est apparu à l'écran. Il m'appelait rarement le week-end, sauf si quelque chose n'allait pas. « Victoria, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Sa voix était inhabituellement formelle, comme s'il lisait un script. « Je viens de Boston aujourd'hui et j'amène quelqu'un avec moi, quelqu'un que je veux te présenter. » Mes cisailles de jardinage se sont figées en plein milieu d'une coupe. Quelqu'un du travail? Pas exactement. Écoute, c'est compliqué, mais je pense qu'il vaut mieux en discuter en personne. Je serai là vers 15 heures. Trevor, que se passe-t-il? Tu me fais peur. Prépare-toi simplement à une conversation sur notre avenir, sur les changements qui doivent avoir lieu. La ligne a été coupée. Je me suis assise sur mes talons dans la terre, l'esprit en ébullition. En 8 ans de mariage, Trevor n'avait jamais ramené quelqu'un à la maison sans m'en avoir largement prévenu à l'avance. Il veillait méticuleusement à séparer sa vie professionnelle et sa vie privée. Même ses dîners d'affaires avaient lieu dans des restaurants à Portland ou à Boston, jamais chez nous. À midi, j'avais pris une douche, enfilé une jolie robe d'été et rangé la maison jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que je devais être impeccable pour affronter ce qui allait arriver. À 14h45, j'ai entendu des portières de voitures claquer dans notre allée. Par la fenêtre de devant, j'ai vu Trevor sortir de sa BMW. Mais il n'était pas seul. Une femme est sortie du côté passager, une petite blonde vêtue d'une robe d'été fluide qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Elle semblait avoir environ 25 ans et avait cette beauté naturelle qui vient des soins de la peau coûteux et des cours de yoga réguliers. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est le petit garçon qui est sorti de la banquette arrière. Il devait avoir 4 ans. Il avait les cheveux bruns caractéristiques de Trevor et le même menton volontaire. L'enfant a regardé autour de lui dans notre jardin, les yeux écarquillés, puis il a couru vers la femme et lui a pris la main. Je me suis éloigné de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Cela ne pouvait pas être ce que je pensais. Cela ne pouvait pas arriver. Point.
La clé de Trevor tourna dans la serrure, un bruit qui m'apportait autrefois du réconfort, mais qui me donnait maintenant l'impression d'être une proie attendant le chasseur. Victoria, appela-t-il, nous sommes là. Je me dirigeais vers le hall d'entrée, les jambes tremblantes. Trevor se tenait là, vêtu de ses habits décontractés de week-end, plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. À côté de lui, la femme blonde souriait avec une chaleur feinte qui ne rejoignait pas ses yeux. Le petit garçon se cachait en partie derrière ses jambes, me regardant avec curiosité de ses yeux bruns. « Victoria, voici Celeste Morrison », dit Trevor d'une voix trop claire, trop enjouée. « Et voici Daniel. » Celeste s'avança et me tendit une main manucurée. « Je suis ravi de vous rencontrer enfin, Victoria. Trevor m'a tellement parlé de vous. » Je fixai sa main pendant un moment avant de la serrer, mon esprit peinant à assimiler le mot « enfin ». Depuis combien de temps cette femme savait-elle mon existence alors que je ne savais rien d'elle? « Et Daniel », parvins-je à dire, en regardant le petit garçon qui examinait maintenant nos photos de famille sur la table du couloir. « Dis bonjour, Danny », l'encouragea gentiment Céleste. « Bonjour », murmura le garçon avant de tirer sur la robe de Céleste. « Maman, c'est la grande maison dont papa nous a parlé? » Le monde bascula sur le côté. Papa. Cet enfant qui ne pouvait pas avoir plus de 4 ans appelait Trevor « Papa ». « Pourquoi ne nous asseyons-nous pas dans le salon ?» suggéra Trevor comme s'il s'agissait d'une visite normale. « Nous avons des choses à discuter. » Je l'ai suivi comme une somnambule. Céleste s'installa sur mon canapé avec une aisance acquise par l'habitude, Daniel grimpant sur ses genoux. Trevor resta debout, faisant les 100 pas entre la fenêtre et le canapé, les mains enfoncées dans ses poches. « Victoria, commença-t-il, je sais que c'est soudain, mais Céleste et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Daniel est mon fils. » Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. 2 ans. Cet enfant existait depuis 4 ans que nous étions mariés, et Trevor avait participé activement à sa vie pendant la moitié de cette période. Je ne comprends pas. Je m'entendis dire « Comment est-ce possible? » Céleste prit la parole, d'une voix douce mais ferme. Trevor et moi nous sommes rencontrés lorsqu'il était consultant pour mon entreprise à Boston. Nous sommes tombés amoureux, et lorsque je suis tombée enceinte, nous avons décidé de construire une vie ensemble. « Mais tu es marié, dis-je bêtement en regardant Trevor. « Victoria, notre mariage est terminé depuis des années, dit Trevor en me regardant enfin dans les yeux. Nous étions colocataires, pas mari et femme. Tu le sais aussi bien que moi. Donc, tu as décidé de me remplacer sans m'en parler. Je voulais gérer cela avec délicatesse. » Trevor a dit, « Daniel a besoin de stabilité. Céleste et moi voulons nous marier et nous voulons l'élever correctement en tant que famille. » « Nous sommes déjà une famille, a ajouté Céleste doucement. Nous voulons juste officialiser les choses. » J'ai regardé les 3 personnes assises dans mon salon. Trevor se tenait protectivement près du canapé. Céleste tenant son enfant sur ses genoux. Daniel jouant avec une petite voiture qu'il avait sortie de sa poche. Ils formaient déjà un tout. Une vraie famille. « Et moi, je suis où dans tout ça? » ai-je demandé. Trevor a passé la main dans ses cheveux. « Nous en avons longuement discuté. Nous savons que c'est un grand changement, mais nous pensons que c'est mieux pour vous que vous passiez à autre chose, que vous preniez un nouveau départ ailleurs. Vous voulez que je quitte ma propre maison? Victoria, sois raisonnable. Cette maison est trop grande pour une seule personne et Daniel a besoin d'espace pour grandir. Nous l'avons déjà inscrit à la maternelle de Millbrook Harbor pour l'automne. Je suis resté bouche bée. Vous l'avez inscrit à l'école ici? Depuis combien de temps avez-vous prévu cela? Nous regardons cette maison depuis des mois. Céleste a dit que Trevor nous avait montré des photos et nous avait fait visiter virtuellement. Daniel considère déjà cet endroit comme sa maison. Le petit garçon m'a regardé avec les yeux de Trevor. « C'est toi qui fais pousser les jolies fleurs. Papa dit que tu as le plus beau jardin de toute la ville. » J'ai regardé cet enfant innocent qui n'avait aucune idée qu'il contribuait à démanteler toute mon existence. Trevor les avait amenés ici virtuellement, planifiant leur avenir dans ma maison, discutant de mon jardin avec son fils, alors que je croyais construire une vie avec mon mari. « Combien de temps avais-tu l'intention de me mentir? » demandai-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Nous ne te mentions pas, » répondit Trevor sur la défensive. « Nous attendions le bon moment pour t'expliquer la situation. Le bon moment pour m'expliquer que tu as une famille secrète
et que tu veux que je disparaisse pour pouvoir les installer dans ma maison. Ce n'est pas comme ça, Victoria. Nous pouvons t'aider à trouver un bel appartement à Portland, peut-être plus près de ton père. Tu peux recommencer à zéro, peut-être reprendre l'enseignement. Cela pourrait être bénéfique pour tout le monde. Céleste acquiesça d'un signe de tête encourageant. Trevor dit, « Tu es formidable avec les enfants. Je suis sûr que tu trouveras facilement un poste d'enseignante. » Je regardais cette femme qui discutait de mon avenir avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui avait déjà tout décidé. Elle n'était pas malveillante. Elle semblait sincèrement penser qu'elle m'aidait, que cette transition pourrait se faire en douceur et de manière civilisée si nous agissions tous en adultes. « J'ai besoin d'air, dis-je en me levant brusquement. Victoria Trevor commença. « Non, j'ai besoin de réfléchir. J'en ai besoin. » Je regardais autour de moi le salon que j'avais décoré, la maison que j'avais entretenue, la vie que j'avais construite pendant que Trevor en construisait apparemment une autre. Je dois appeler mon père. Je suis sorti sur la véranda arrière et j'ai composé le numéro de papa avec des doigts tremblants. « Victoria, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? »« Papa, ai-je dit, et ma voix s'est brisée. « Tu peux venir tout de suite? Trevor est là avec sa petite amie et leur fils. Ils veulent que je déménage pour pouvoir vivre ici. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Quand papa a enfin parlé, sa voix était d'un calme mortel. « J'arrive tout de suite. » En raccrochant, j'entendais Trevor et Céleste parler à voix basse à l'intérieur, probablement en train de discuter de la manière de gérer ma réaction émotionnelle à leur proposition parfaitement raisonnable. À travers la fenêtre, je regardais Daniel explorer le salon, prendre des cadres photos et examiner les livres sur nos étagères. Leur fils était déjà en train de s'installer dans la vie qu'ils avaient décidé de me prendre. Mais ils avaient commis une erreur de calcul cruciale. Ils avaient supposé que je serais toujours la même Victoria passive et accommodante qui avait passé des années à se plier aux exigences de Trevor. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais devenu au cours des derniers mois, et ils n'avaient certainement aucune idée de ce que Robert Hayes était capable de faire quand quelqu'un menaçait sa fille. Le bruit de la camionnette de papa dans l'allée 20 minutes plus tard fut le plus beau son que j'avais jamais entendu. J'ai entendu les bottes de papa sur le porche avant même qu'il ne frappe. Le bruit était délibéré, mesuré, la démarche d'un homme qui avait bâti sa réputation sur sa fiabilité et qui n'était pas prêt à se laisser impressionner par les absurdités qui l'attendaient à l'intérieur. Lorsque j'ai ouvert la porte, Robert Hayes se tenait debout. Il portait ses vêtements de week-end, un jean propre, une chemise en flanelle repassée et des bottes de travail qui avaient connu des décennies de travail honnête. À 64 ans, il avait toujours les épaules larges et solides, les mains scolleuses et cette assurance tranquille qui vient du fait de savoir exactement qui on est et ce qu'on représente. « Où sont-ils? » demanda-t-il simplement. « Dans le salon. »« Papa, je veux que tu saches, dis-je. » Il me serra doucement l'épaule. « Je sais ce que j'ai besoin de savoir, ma chérie. Ton mari a amené sa maîtresse et son enfant chez toi et t'a suggéré de partir. C'est bien ça? » J'acquiesçais, sentant mon cœur s'apaiser un peu rien qu'en l'entendant le dire aussi clairement. « Alors allons discuter. » Papa entra dans le salon comme s'il en était le propriétaire, ce qui était en quelque sorte le cas. Il avait aidé Trevor et moi à choisir cette maison. Il avait inspecté les fondations et l'installation électrique avant que nous l'achetions et avait passé d'innombrables week-ends à nous aider à la réparer et à l'améliorer. Trevor se leva immédiatement, le visage rouge. « Robert, c'est inattendu. J'imagine que oui, » dit papa calmement en observant la scène. Céleste était toujours sur le canapé, Daniel sur ses genoux. Trevor tournait nerveusement autour d'eux. L'atmosphère générale était celle de personnes prises en flagrant délit de faire quelque chose dont elles n'étaient pas entièrement fières. « Papa, voici Céleste Morrison, » dis-je d'une voix plus assurée que je ne me sentais. « Et son fils, Daniel, le fils de Trevor. » Papa a salué poliment Céleste, qui semblait soudain mal à l'aise sous son regard fixe. « Madame. » Puis il a regardé le petit garçon et son expression s'est légèrement adoucie. « Bonjour, mon garçon. » Daniel a fait un signe de la main timidement depuis les genoux de sa mère. « Robert, » a repris Trevor, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation. « Je sais que cela semble compliqué, mais nous sommes tous des adultes ici. Nous pouvons régler cela de manière rationnelle. » « De manière rationnelle, » répéta papa comme s'il savourait le mot.
C'est un choix de mots intéressant, Trevor. Aide-moi à comprendre en quoi c'est rationnel d'amener ta petite amie et ton enfant chez ma fille pour lui demander de déménager. Ce n'est pas si simple. Ça me semble assez simple. Papa s'installa dans le fauteuil qui était devenu sa place habituelle pendant les dîners du dimanche. Tu mènes une double vie. Tu as mis une femme enceinte. Tu joues au papa avec un autre enfant, tout en ignorant tes responsabilités envers ta femme. Et maintenant, tu veux te faciliter la tâche en demandant à Victoria de s'effacer. Ai-je oublié quelque chose? Céleste se tortilla, mal à l'aise. Monsieur Hayes, je pense qu'il y a un malentendu. Trevor et Victoria s'éloignent l'un de l'autre depuis des années. Leur mariage est terminé, sauf sur le papier. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous ne savez pas de quoi vous parlez. La voix de papa restait parfaitement calme, mais elle cachait une grande fermeté. Vous savez ce que Trevor vous a dit, ce qui n'était apparemment pas la vérité, puisque ma fille ignorait votre existence jusqu'à aujourd'hui. Robert, je t'en prie, dit Trevor d'une voix suppliante. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Victoria mérite d'être heureuse, tout comme Céleste et Daniel. Cet arrangement pourrait convenir à tout le monde. Cet arrangement, papa, dit-il lentement, où ma fille abandonne sa maison, sa vie et son mariage pour que tu puisses jouer au papa avec ta maîtresse. Ne l'appelle pas comme ça, s'écria Trevor, perdant enfin son sang-froid. Comment préfères-tu que j'appelle la femme avec laquelle tu couches alors que tu es marié à ma fille? Le silence qui suivit fut assourdissant. Daniel regardait les adultes avec une confusion grandissante. Sentant l'attention même si je ne la comprenais pas, je retrouvais ma voix. Trevor, je ne quitterai pas ma maison. Victoria, sois raisonnable. Non. Le mot sortit avec plus de force que je ne m'y attendais. J'ai été raisonnable pendant 8 ans. J'ai été raisonnable quand tu as commencé à voyager davantage. J'ai été raisonnable quand tu as cessé de rentrer à la maison pour dîner. J'ai été raisonnable quand tu es devenu un étranger qui dormait occasionnellement dans mon lit, mais je ne serai pas raisonnable au point de céder ma maison à ta petite amie. Céleste avait l'air bouleversée. Victoria, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Trevor a dit que vous vous étiez éloignés l'un de l'autre, que vous saviez tous les deux que votre mariage était fini. Trevor dit beaucoup de choses, ai-je répondu. Apparemment, des choses très différentes selon les personnes. Papa s'est légèrement penché en avant. Trevor, laisse-moi te poser une question. Qui a payé la compte pour cette maison? Trevor serra les mâchoires. Nous l'avons payé tous les deux. Ce n'est pas encore ce que j'ai demandé. Qui a signé le chèque? Mon père nous a aidés. Ton père t'a aidé avec 5 000 $. Victoria a versé 15 000 $ provenant de ses économies d'enseignante et de l'argent que sa mère lui a laissé. Cette maison appartient donc autant à ma fille qu'à toi. Probablement davantage, puisqu'elle s'en est occupée pendant que tu étais absent, à jouer au père avec l'enfant de quelqu'un d'autre. Daniel est mon fils, dit Trevor sur la défensive. Peut-être, mais Victoria est ta femme. Ou as-tu oublié cela lorsque tu faisais des projets pour ta nouvelle famille? Céleste se leva, emportant Daniel avec elle. Nous devrions peut-être y aller, Trevor. Laissons tout le monde se calmer et réfléchir à tout cela. C'est probablement mieux ainsi, acquiesça papa. Laisse à ma fille le temps de digérer ce que tu viens de lui demander. C'est ridicule, dit Trevor en élevant la voix. Victoria, tu ne peux pas vouloir rester dans ce mariage. Nous nous parlons à peine quand je suis à la maison. Nous n'avons pas eu de relation intime depuis plus d'1 an. Nous n'avons plus rien en commun. À qui la faute? Demandai-je calmement. Ce n'est de la faute de personne. Les gens s'éloignent, ça n'arrive. Les gens ne s'éloignent pas, Trevor. Les gens font des choix. Tu as choisi d'investir ton temps et ton énergie dans la construction d'une vie avec quelqu'un d'autre. Tu as choisi d'avoir un enfant avec une autre femme. Tu as choisi de me mentir pendant 2 ans tout en préparant ton remplacement. Papa acquiesça d'un signe de tête approbateur. C'est bien, ma fille. Trevor regarda tour à tour papa et moi, sa frustration grandissante. Robert, tu comprends sûrement que cette situation n'est saine pour personne. Victoria mérite mieux qu'un mari qui ne peut pas l'aimer comme elle a besoin d'être aimée. Tu as raison. Papa dit qu'elle mérite mieux. La question est, pourquoi devrait-elle être celle qui doit partir pour l'obtenir? Parce que Céleste et Daniel ont besoin de stabilité et Victoria non. C'est différent. Daniel n'est qu'un enfant. Victoria aussi l'était quand elle t'a épousé, dit papa doucement. Elle avait 28 ans. Elle a abandonné sa carrière pour soutenir la tienne.
Elle a passé 8 ans à faire de cette maison un foyer pendant que tu construisais une autre vie ailleurs. Maintenant, tu veux qu'elle recommence à zéro pour que tu puisses donner sa vie à quelqu'un d'autre. Céleste semblait de plus en plus mal à l'aise. Monsieur Pays, je comprends que vous soyez bouleversé, mais nous n'essayons de blesser personne. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, papa, répétera-t-elle. Madame, ce qu'il y aurait eu de mieux pour tout le monde, c'est que votre petit ami divorce avant de fonder une famille avec vous. Ce qu'il y aurait eu de mieux pour tout le monde, c'est l'honnêteté plutôt que les mensonges. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est ce qui arrange le mieux Trevor. Trevor était rouge de colère. C'est exactement pour cela que je ne voulais pas impliquer la famille dans cette discussion. Vous rendez tout émotionnel alors que cela devrait être pratique. Pratique, dit papa en se levant. Il mesurait plusieurs centimètres de plus que Trevor et pesait probablement 26 kilos de plus. Tout cela en muscles, acquis au cours de décennies de travail dans le bâtiment. Laisse-moi te dire ce qui est pratique, fiston. Ce qui est pratique, c'est que tu trouves un moyen de subvenir aux besoins de 2 ménages au lieu de demander à ma fille de disparaître pour que tu n'aies pas à le faire. Robert, ce qui est pratique, c'est ce que tu expliques à ta petite amie qu'elle est tombée amoureuse d'un homme marié qui vous a menti à tous les deux sur sa vie. Ce qui est pratique, c'est que tu prennes la responsabilité du gâchis que tu as causé au lieu de demander à Victoria de le réparer pour toi. Trevor recula d'un pas. Tu ne peux pas simplement ignorer la réalité. Je ne suis plus amoureux de Victoria. J'aime Céleste. Daniel est mon fils et il a besoin d'un vrai foyer, pas d'un arrangement à temps partiel. Alors tu ferais mieux de commencer à en chercher un, dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Parce que tu n'auras pas le mien. Papa m'a souri, le premier sourire sincère que je voyais de toute la journée. C'est tout à fait vrai. Trevor nous a regardés tous les deux, visiblement surpris par une telle résistance. Victoria, si tu compliques les choses, si tu forces la situation et que tu engages une bataille juridique, ça va mal se passer pour tout le monde. Est-ce une menace? A demandé papa d'un ton calme. C'est une réalité. La procédure de divorce, les arrangements concernant la garde, le partage des biens, tout cela va être coûteux, compliqué et douloureux pour toutes les personnes concernées, y compris Daniel. Eh bien, dit papa, tu aurais dû y penser avant de décider de détruire la vie de ma fille. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux fredonnement de Daniel, qui jouait avec sa petite voiture, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Finalement, Céleste prit la parole. « Trevor, nous devrions peut-être laisser à Victoria le temps de réfléchir. C'est beaucoup à digérer. » Trevor semblait vouloir discuter, mais la présence de papa semblait tempérer son assurance habituelle. « Très bien, Victoria, réfléchis à ce que je t'ai dit. Demande-toi vraiment si cela vaut la peine de te battre. » « Je vais réfléchir à beaucoup de choses, répondis-je, à commencer par comment j'ai pu me marier avec quelqu'un que je ne connaissais apparemment pas du tout. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, Daniel m'a regardé depuis la porte. « Je te reverrai, gentille dame aux fleurs. » Cette question innocente m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce petit garçon n'avait rien fait de mal. Il était simplement pris au piège entre la tromperie et l'égoïsme de son père. « Je ne sais pas, mon chéri, » ai-je répondu. Honnêtement, après leur départ, papa et moi sommes restés assis dans le silence soudain de mon salon. « Tu as bien fait, Victoria, » a-t-il fini par dire. « Vraiment bien. J'ai l'impression de n'avoir rien fait. J'ai l'impression que toute ma vie vient de s'effondrer. C'est peut-être le cas, mais tu n'as pas baissé les bras et tu n'as pas fui. C'est déjà ça. Je me suis appuyé contre son épaule comme quand j'étais petite et que le monde me semblait trop grand et effrayant. Qu'est-ce que je vais faire, papa? D'abord, tu vas dîner. Ensuite, tu vas passer une bonne nuit de sommeil. Et demain, nous allons trouver comment protéger ce qui t'appartient. Et si Trevor avait raison? Et si le fait de me battre ne faisait qu'empirer les choses? Papa resta silencieux pendant un long moment. Victoria, certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Ta maison, ta dignité, ton droit à ne pas être jeté comme le journal d'hier. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Et chérie, tu n'es pas seule dans ce combat. Pour la première fois depuis que la voiture de Trevor s'était garée dans l'allée, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Le dimanche matin est arrivé avec un sentiment inhabituel de détermination.
Au lieu de mon petit déjeuner solitaire habituel et de mes tâches de jardinage, je me suis retrouvé assise à la table de ma cuisine avec un bloc-notes, un ordinateur portable et une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Papa avait passé la nuit dans la chambre d'amis et, autour d'un café, nous avons élaboré ce qu'il a appelé un plan intestinal. La première chose que nous devons savoir, a dit papa, en beurrant son toast avec la précision méthodique qu'il appliquait à tout, c'est exactement ce à quoi nous avons affaire. Trevor mène une double vie depuis des années. Il est temps de déterminer jusqu'où cela va. J'avais toujours été méticuleuse en matière de finances, une habitude héritée de mes années d'enseignante, où chaque dollar comptait. Tandis que Trevor s'occupait de ses dépenses professionnelles et de ses investissements, je gérais nos comptes ménagers, nos assurances et nos impôts. Ce que j'ai découvert lorsque j'ai vraiment commencé à creuser m'a donné la nausée. Les relevés de cartes de crédit racontaient une histoire que j'avais été trop confiante pour lire. Des dépenses dans des restaurants chers de Boston, les soirs où Trevor prétendait travailler tard, des factures d'hôtel pour des chambres dans lesquelles je n'avais jamais séjourné, des achats dans des magasins pour enfants et des magasins de jouets. Une dépense de 2 147 $ chez un prestataire appelé Little Scholars Daycare en février. Des dépenses mensuelles récurrentes que je n'avais jamais remises en question, car Trevor les justifiait toujours par des frais de représentation ou de développement commercial. Mais le véritable choc est venu lorsque je me suis connecté à notre compte d'épargne commun. Au cours des 18 derniers mois, Trevor avait transféré 23 000 $ par tranche de 1 500 à 3 000 $ vers un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Les virements avaient toujours lieu les jours où je travaillais à la bibliothèque. Ils étaient toujours accompagnés de notes anodines telles que opportunités d'investissement ou fonds de développement commercial. 23 000 $, j'ai raconté cela à mon père. La voix vide. Il finançait son autre vie avec notre argent. L'argent que je gagnais grâce à mon travail. L'argent que nous étions censés économiser pour notre avenir. Mon père a serré les mâchoires. Quoi d'autre? J'ai sorti nos polices d'assurance. Trevor avait augmenté sa couverture d'assurance vie 8 mois auparavant. Il l'avait doublé, en fait, mais avait modifié la structure des bénéficiaires. Au lieu que je reçoive tout, l'argent était désormais réparti entre le conjoint et les personnes à charge. À l'époque, j'avais pensé qu'il se montrait responsable envers nos futurs enfants hypothétiques. Maintenant, je réalisais qu'il planifiait pour Daniel. Il y a autre chose, ai-je dit en parcourant notre assurance habitation. Il avait ajouté un rédacteur pour les membres supplémentaires de la famille et augmenté notre couverture responsabilité civile. Regarde la date, il y a 6 mois. Il prévoyait déjà de les faire emménager. Les relevés téléphoniques étaient tout aussi accablants. La facture de téléphone portable de Trevor montrait des centaines d'appels vers un numéro de Boston appartenant à Celeste Morrison. Il ne s'agissait pas seulement d'appels récents. Cela remontait à plus de 2 ans. Des conversations tardives qui duraient des heures, des contacts quotidiens. Le schéma de 2 personnes qui construisent une vie ensemble. Mais c'est l'augmentation du nombre d'emails qui a fourni la preuve la plus accablante. Trevor et moi partageons un ordinateur pour la gestion du ménage, les factures, les impôts, les registres d'entretien de la maison. Il avait son ordinateur portable professionnel pour le travail, mais utilisait notre ordinateur familial pour ses affaires personnelles. Ce que j'ai trouvé dans son dossier d'email supprimé était un registre numérique détaillé de sa double vie. Des échanges avec Céleste sur la recherche d'un appartement à Boston, des messages sur les inscriptions de Daniel à la maternelle. Un échange déchirant où Céleste s'inquiétait pour l'autre femme, c'est-à-dire moi, et où Trevor la rassurait en lui disant que je n'étais qu'une solution temporaire jusqu'à ce qu'il puisse gérer la situation correctement. Il y avait des annonces immobilières pour notre maison transmises à Céleste, avec des notes telles que « Imagine la chambre de Daniel ici et la chambre principale face à l'océan ». Il prévoyait depuis des mois de s'emparer de ma maison, discutant de l'emplacement de la chambre de Daniel, les jouets, quelle chambre serait la sienne, s'il garderait mon jardin ou le réaménagerait. Il lui a montré notre maison comme si elle leur appartenait déjà, ai-je dit à papa, les mains tremblantes, tandis que je faisais défiler les messages les uns après les autres. Regarde celui-ci. Il lui a envoyé des photos de notre chambre, de notre cuisine, de mon jardin. Elle connaît chaque recoin de cet endroit. Papa lisait par-dessus mon épaule, son expression s'assombrissant à chaque email. Celui-ci date d'il y a 3 semaines, a-t-il dit en pointant l'écran.
Victoria semble plus distraite ces derniers temps. Elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Le moment idéal pour la transition. Fils de papa. Désolé, ma chérie, mais tout cela est calculé. Ce n'est pas une liaison qui a dégénéré. C'est un homme qui remplace systématiquement sa femme. La preuve la plus accablante se trouvait dans un dossier intitulé « Transition légale ». Trevor avait fait des recherches sur le droit du divorce dans le Maine, le partage des biens et les obligations alimentaires. Il avait même consulté un avocat spécialisé dans les divorces à Portland, non pas pour protéger mes intérêts, mais pour minimiser son propre risque financier. Un email adressé à l'avocat exposait sa stratégie. Ma femme travaille actuellement à temps partiel. Elle a le potentiel pour gagner un salaire à temps plein. Nous sommes copropriétaires, mais je peux plaider pour une plus grande équité en raison de la disparité des revenus. L'objectif est une rupture nette avec un minimum d'obligations financières continues. Un autre email discutait du moment opportun pour révéler la vérité afin d'obtenir une coopération maximale. L'avocat avait conseillé d'attendre que je sois émotionnellement et financièrement investi dans mon nouveau travail, car cela me rendrait plus encline à considérer le divorce comme une opportunité de prendre un nouveau départ plutôt que comme une perte dévastatrice. Ils avaient planifié ma manipulation émotionnelle en même temps que tout le reste. « Victoria, dit papa doucement, ce n'est pas seulement de l'adultère, c'est de la fraude financière. Il a volé dans vos comptes communs pour subvenir aux besoins d'une autre femme et d'un autre enfant. Il a falsifié votre consentement indirect en utilisant des ressources communes et il a planifié de divorcer de manière à vous laisser le moins possible. » Je me suis mise à rire, un rire amer et furieux que je ne reconnaissais pas. Il avait tout prévu, le calendrier, l'argent, la stratégie juridique, même mes réactions émotionnelles. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était que je dise non ou que je sois là quand il tenterait ce coup. J'ai continué à creuser, poussé par un mélange de rage et de curiosité morbide. Jusqu'où allait cette tromperie? La réponse était « jusqu'au bout ». Trevor avait utilisé notre adresse pour établir la résidence de Daniel afin de l'inscrire à l'école. Il m'avait inscrite comme contact d'urgence sur les formulaires médicaux d'un enfant que je n'avais jamais rencontré. Il avait même utilisé notre numéro de téléphone pour la demande de bail de l'appartement de Céleste, prétendant que j'étais une référence morale pouvant garantir sa fiabilité. « Regarde ça, dis-je en sortant un document datant de 2 mois. C'est un formulaire d'inscription scolaire pour Daniel Morrison Hayes. Morrison Hayes. Papa. Il associe déjà leur nom au nôtre. Quelle est l'adresse indiquée? Cette adresse. Notre adresse. Il dit aux gens que son fils vit ici. Papa s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, les poings serrés. Victoria, nous devons appeler un avocat aujourd'hui. C'est dimanche. Consultation d'urgence. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité et Dieu sait quoi d'autre. Trevor ne se contente pas de te tromper. Il vole systématiquement ton identité pour se construire une vie avec une autre femme. La dernière preuve était une entrée dans le calendrier que j'ai trouvée enfouie dans les fichiers numériques de Trevor. Déménagement de T, C et D à Millbrook Harbor, prévu pour le 15 août. Dans 3 semaines seulement. En dessous, une liste de contrôle, la caution pour l'appartement de Victoria, le camion de déménagement pour les meubles de Esser, l'aménagement de la chambre de Daniel et, plus effrayant encore, la dernière conversation avec Vi. Il prévoyait de me faire déménager avant la mi-août, ai-je dit en montrant l'écran à papa. Tout était déjà décidé. L'appartement dont il a parlé hier. Il a déjà versé un acompte pour un appartement à Portland, l'unité 3B des appartements Harborview. Le bail commence le 1er août. À ton nom? J'ai vérifié les documents joints. À mon nom, il a falsifié ma signature sur les demandes. Il a même indiqué mon emploi à la bibliothèque comme preuve de revenu. Papa s'est rassis lourdement. Ça suffit. Nous appelons la police. Papa, je ne sais pas si je veux le faire, Victoria. Il ne s'agit plus de ce que tu veux. Il s'agit de ce qui est légal. Trevor a commis plusieurs délits ici. Fraude documentaire, usurpation d'identité, fraude financière. Tu n'es pas seulement une femme dont le mari l'a trompée. Tu es la victime d'un crime systématique. Je fixais l'écran de l'ordinateur portable, preuve de 2 années de planification minutieuse pour m'effacer de ma propre vie. Trevor n'avait pas simplement cessé de m'aimer. Il avait systématiquement démantelé mon existence pour faire place à sa famille préférée. Il pensait vraiment que j'allais accepter cela sans broncher, ai-je fini par dire. Il pensait que j'étais si passive, si reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il me donnait,
que j'allais simplement faire mes valises et disparaître s'il me le demandait gentiment. Eh bien, a dit papa d'un ton sinistre, il s'est trompé. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de Trevor. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à notre conversation d'hier. Céleste et moi cherchons un appartement pour toi cet après-midi. J'ai trouvé quelques options intéressantes dans ta fourchette de prix. Je montrai le message à papa. Ta fourchette de prix, répéta-t-il. En utilisant le salaire du travail que tu as accepté pour reconstruire ton estime de toi pendant qu'il emménage avec sa petite amie dans la maison que tu as payée. Que dois-je faire? Le sourire de papa était tranchant comme une lame. Tu lui réponds par SMS que tu y as beaucoup réfléchi. Et lundi matin, nous allons voir un avocat spécialisé dans les crimes financiers. Je lui ai répondu, ne te donne pas la peine de chercher des appartements. Je n'en aurai pas besoin. La réponse de Trevor est venue immédiatement. Victoria, sois raisonnable. Cela n'a pas besoin d'être difficile. J'ai regardé papa, qui m'a encouragé d'un signe de tête. C'était déjà difficile. J'ai tapé. Il y a 2 ans, quand tu as décidé de voler notre mariage pour te construire une nouvelle vie. On se verra au tribunal. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai commencé à imprimer toutes les preuves que j'avais trouvées. Si Trevor voulait se battre, il avait choisi la mauvaise femme. Et il avait définitivement choisi le mauvais père. Lundi matin, à 9 heures pile. Papa et moi étions assis dans le bureau de Catherine Brennan, avocate. L'une des avocates les plus respectées de Portland, spécialisée dans les affaires de divorce complexes impliquant des délits financiers. Madame Caldwell, de la bibliothèque, me l'avait recommandé après que j'avais appelé pour me faire porter malade. C'était le premier jour de congé maladie que je prenais depuis que j'avais commencé ce travail. Catherine Brennan était exactement ce que j'espérais. La cinquantaine, le regard perçant, et totalement insensible aux histoires de sable. Elle a écouté notre récit avec le professionnalisme détaché de quelqu'un qui a vu toutes les variations possibles de la trahison conjugale, prenant des notes d'une écriture précise. Madame Hayes a-t-elle dit lorsque nous avons terminé, « Ce que votre mari a fait va bien au-delà de l'adultère. Nous sommes en présence d'un vol d'identité, d'une fraude électronique, d'un faux et d'éventuels crimes fédéraux, s'il a utilisé les services postaux ou Internet pour commettre une fraude au-delà des frontières de l'État. » Elle a étalé nos preuves imprimées sur son bureau comme un procureur préparant un dossier. Cet email concernant l'utilisation de votre adresse pour l'inscription scolaire, alors qu'il prévoyait de quitter le domicile. C'est de la fraude. C'est signatures falsifiées sur le bail de l'appartement. De la fraude documentaire. Le transfert systématique de fonds depuis des comptes joints pour subvenir aux besoins d'une autre femme et d'un enfant. De l'abus financier et du vol. Quelles sont nos options? A demandé papa. Il y en a plusieurs. Nous pouvons demander le divorce pour adultère et fraude, en demandant le remboursement intégral des fonds volés ainsi que des dommages et intérêts. Nous pouvons déposer plainte auprès des autorités locales et fédérales. Et nous pouvons demander une mesure injonctive immédiate pour l'empêcher d'accéder à vos biens communs. Elle se cala dans son fauteuil. Mais avant de poursuivre, j'ai besoin de savoir quel résultat vous recherchez. Cherchez-vous à le punir, à vous protéger, ou les deux? Je pensais au visage innocent de Danielle, à la conviction apparente de Céleste qu'elle était simplement prise dans une situation difficile, à la confiance de Trevor que je m'effacerais simplement pour lui faciliter la tâche. Je veux me protéger et m'assurer que cela n'arrive jamais à personne d'autre, ai-je dit. Mais je veux aussi que Trevor comprenne que ses actes ont des conséquences. Bien. Voici ce que nous allons faire. La stratégie de Catherine était méthodique et dévastatrice. Tout d'abord, nous allions déposer une requête d'urgence pour geler tous les comptes communs et empêcher Trevor d'effectuer des transactions importantes sans l'accord du tribunal. Ensuite, nous exigerons un audit judiciaire de tous les biens matrimoniaux, y compris un audit complet de ses dépenses professionnelles, afin de déterminer combien d'argent matrimonial a été détourné vers son autre vie. L'avantage de cette approche, expliqua Catherine, est qu'elle l'oblige à prouver son innocence plutôt que de vous obliger à prouver sa culpabilité. Lorsqu'une personne fraude systématiquement les comptes joints, la charge de la preuve lui incombe alors de justifier chaque transaction douteuse. Mais le véritable coup de maître était ce qu'elle appelait la stratégie d'exposition. Votre mari mène une double vie, ce qui signifie qu'il est vulnérable à la divulgation dans plusieurs domaines. Son employeur ne sait pas qu'il utilise les déplacements professionnels pour entretenir une deuxième famille. Sa petite amie ne connaît pas toute l'étendue de sa tromperie.
L'école de son fils ne sait pas que l'adresse qu'elle a dans ses dossiers appartient à une femme qui n'a jamais rencontré l'enfant. Catherine a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Nous allons envoyer une lettre très polie et très professionnelle au service des ressources humaines de son employeur, l'informant que leur employé utilise les ressources et les indemnités de déplacement de l'entreprise pour entretenir un deuxième foyer non déclaré et que cela a entraîné des délits financiers à l'encontre de son épouse légitime. Est-ce légal? Absolument. Il s'agit d'un rapport factuel sur des violations potentielles de la politique de l'entreprise. La plupart des entreprises ont des clauses éthiques strictes concernant la conduite personnelle qui rejaillit sur l'entreprise. Les cabinets de conseil en particulier ne peuvent pas se permettre d'avoir des employés qui mentent dans le cadre de leur travail. Cela remet en question l'ensemble de leurs relations avec leurs clients. La deuxième lettre serait adressée directement à Céleste, sans menace, juste à titre informatif. Une simple explication lui indiquant qu'elle avait participé à son insu à une fraude financière, à un vol d'identité et à une falsification de documents, et qu'elle devrait peut-être consulter son propre avocat pour se protéger, elle et son fils. L'objectif n'est pas de la détruire, expliqua Catherine. Il s'agit de lui faire comprendre que rester avec Trevor signifie rester lié à une activité criminelle en cours. La plupart des gens confrontés à cette réalité font des choix différents. Le troisième élément était ce que Catherine appelait la protection des actifs. Nous allions saisir tous les biens que Trevor pourrait tenter de transférer ou de vendre, y compris sa voiture, son équipement professionnel et ses participations dans des comptes d'investissement. Il a systématiquement volé votre mariage pour financer son autre vie, a-t-elle déclaré. Nous allons maintenant récupérer systématiquement ce qui vous appartient, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et frais juridiques. Mercredi, le plan de Catherine était en marche. L'ordonnance de gel des avoirs a été approuvée par un juge qui semblait véritablement choqué par les preuves que nous avions présentées. L'accès de Trevor à nos comptes joints a été immédiatement suspendu dans l'attente d'un audit complet. La lettre des ressources humaines a été remise en main propre à Apex Strategic Solutions jeudi matin. Catherine l'avait rédigée de manière magnifique, professionnelle, factuelle et dévastatrice. Nous vous informons que votre employé, Trevor Hayes, a utilisé les indemnités de déplacement et les voyages d'affaires de l'entreprise pour entretenir un deuxième foyer non déclaré à Boston, où il entretenait une relation amoureuse et élevait un enfant mineur, tout en commettant une fraude financière à l'encontre de son épouse légitime. La lettre adressée à Céleste a été remise le jour même, accompagnée de copies des documents falsifiés portant ma signature. Madame Morrison, vous ne savez peut-être pas que votre relation avec Trevor Hayes vous a impliqué dans plusieurs activités illégales, notamment l'usurpation d'identité, la fraude documentaire et la fraude électronique. Vendredi matin, mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel venait de Trevor, qui n'était plus l'homme calme et confiant qui avait amené sa petite amie chez moi. Sa voix était tendue, empreinte de panique. « Victoria, qu'avez-vous fait? Mon entreprise a ouvert une enquête. Ils ont suspendu mes cartes de crédit professionnelles et m'ont mis en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. J'ai fait ce que toute victime d'un crime ferait. J'ai répondu calmement. J'ai signalé les crimes. Les crimes? Victoria, c'est de la folie. J'essayais de gérer cela comme des adultes. Les adultes ne volent pas 23 000 $ à leurs conjoints pour financer une famille secrète. Les adultes ne falsifient pas de signatures sur des documents juridiques. Les adultes ne commettent pas d'usurpation d'identité. Tu détruis ma carrière à cause d'un conflit conjugal. Je me protège contre des crimes financiers en cours. Il y a une différence. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Hayes, ici Céleste Morrison. J'ai reçu une lettre de votre avocat. Sa voix tremblait, rien à voir avec celle de la femme confiante qui s'était assise sur mon canapé pour discuter de mon avenir. Je ne savais pas, a-t-elle poursuivi, à propos de l'argent, des signatures, de tout ça. Trevor m'a dit que vous étiez au courant, que vous acceptiez cet arrangement et que vous vouliez vous aussi mettre fin à votre mariage. Céleste, j'ai découvert votre existence samedi lorsque Trevor vous a amené chez moi. Silence à l'autre bout du fil, puis un léger sanglot. Il a dit que vous viviez séparément depuis des années, que vous attendiez simplement le bon moment pour officialiser votre séparation. Il a dit beaucoup de choses à beaucoup de gens. La plupart n'étaient pas vraies. Madame Hayes, je tiens à ce que vous sachiez
que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pensais être amoureuse d'un homme qui était en instance de divorce. Je ne savais pas que nous commettions des crimes ensemble. Oui, sa voix n'était qu'un murmure. Que dois-je faire maintenant? Vous prenez votre propre avocat. Vous vous protégez, vous et votre fils, et vous prenez les décisions qui s'imposent pour votre avenir. Après avoir raccroché, papa m'a regardé avec une sorte de fierté. Tu t'en es bien sorti. Je suis désolé pour elle. J'ai admis qu'elle était autant victime que moi, mais d'une manière différente, peut-être. Mais c'est aussi une adulte qui a choisi de croire ce qui lui convenait plutôt que de poser des questions difficiles. Samedi après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais et que je redoutais à la fois. La voix de Trevor était abattue, vide. Victoria, s'il te plaît, on peut parler? Juste toi et moi. De quoi veux-tu parler? Céleste est partie. Elle a emmené Daniel et est retournée chez ses parents dans le Vermont. Elle ne répond pas à mes appels. Mon entreprise va probablement me licencier. L'appartement que j'avais loué pour toi, ils veulent en récupérer la caution et je ne l'ai pas parce que tous nos comptes sont gelés. Je n'ai rien dit. Je sais que j'ai fait des erreurs, a-t-il poursuivi. Mais là, c'est la guerre nucléaire. Tu es en train de tout détruire. Je ne détruis rien, Trevor. Je refuse simplement d'être détruite moi-même. Que veux-tu? Que faut-il faire pour mettre fin à tout ça? Pour la première fois en 8 ans de mariage, Trevor me demandait ce que je voulais. Je n'ai pas manqué d'apprécier l'ironie de la situation. Je veux un accord de divorce équitable qui me dédommage pour l'argent que tu m'as volé et la vie que tu as bouleversée. Je veux que tu acceptes la responsabilité de tes actes au lieu de me reprocher de refuser de les cautionner. Et je veux que tu comprennes que tes actes ont eu des conséquences. Et si j'accepte tout cela, alors nous passerons par les voies légales appropriées, comme des personnes civilisées. Mais Trevor, le temps où je me contentais d'accepter tout ce que tu décidais est révolu. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon jardin avec une tasse de thé, regardant le soleil de fin d'après-midi peindre l'océan en or. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Papa m'a trouvé là 1 heure plus tard. Comment te sens-tu, ma chérie? Forte, ai-je répondu, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens forte. Tant mieux, parce que quelque chose me dit que ce n'est pas encore fini. Il avait raison. Mais j'étais prête à affronter tout ce qui allait suivre. Trevor s'est présenté à l'improviste dimanche soir, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Son apparence habituellement impeccable était négligée. Sa chemise froissée, sa barbe mal rasée, ses yeux cernés. Il se tenait sur notre porche comme un étranger demandant la permission d'entrer dans sa propre maison. « Victoria, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » Je l'ai regardé à travers la porte moustiquaire. Cet homme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans me semblait soudainement être quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. « Papa est là. Je sais. J'ai vu son camion. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être avons-nous besoin d'un témoin. » Je l'ai laissé entrer et nous nous sommes réunis dans le salon où, 1 semaine auparavant, il avait amené sa petite amie et son fils pour discuter de mon expulsion de ma propre vie. Le contraste était saisissant. À l'époque, il était confiant, presque arrogant. Aujourd'hui, il semblait brisé. Papa s'est assis dans son fauteuil habituel, sans rien dire, mais sa présence remplissait la pièce comme un avertissement silencieux. « Mon entreprise m'a licencié », a commencé Trevor sans préambule. Avec effet immédiat, ils ont dit que j'avais violé les clauses éthiques, que j'avais présenté des dépenses personnelles comme des frais professionnels et que j'avais jeté le discrédit sur l'entreprise. 20 ans de carrière, Victoria partie. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit, et étonnamment, je le pensais vraiment. Je voulais des conséquences, pas la destruction. Vraiment? Parce que c'était ton plan, n'est-ce pas? Toi et ton avocat avaient systématiquement détruit tout ce que j'avais construit. Papa s'est légèrement penché en avant. Mon fils, tu as détruit ta propre carrière lorsque tu as décidé d'utiliser les ressources de l'entreprise pour entretenir une famille secrète. Victoria s'est simplement assurée que les bonnes personnes soient au courant. Trevor a perdu son sang-froid. Robert, c'est entre Victoria et moi. Non, ce n'est pas le cas. La voix de papa était calme mais définitive. Quand tu as amené ta maîtresse et ton enfant chez ma fille, et que tu lui as demandé de déménager, tu en as fait mon affaire.
Quand tu as volé l'argent des comptes de ma fille pour financer ta double vie, tu en as fait mon affaire. Quand tu as falsifié la signature de ma fille sur des documents juridiques, tu en as fait mon affaire. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit Trevor en se tournant vers moi. Victoria, quand je suis tombé amoureux de Céleste, je pensais que nous pourrions gérer cela comme des adultes matures. Je pensais que tu comprendrais que notre mariage avait fait son temps. Tu pensais que je comprendrais que tu me remplaçais, dis-je. Tu pensais que je serais reconnaissante de pouvoir repartir de zéro pendant que tu installais ta nouvelle famille dans la vie que j'avais construite. Ce n'est pas ainsi que je voyais les choses. Comment l'as-tu vu, Trevor? Parce que de mon point de vue, tu as vu une femme qui était devenue gênante et tu as décidé de la remplacer par un modèle plus récent. Trevor passa ses mains dans ses cheveux. Ce n'était pas comme ça. Céleste et moi, nous avons une connexion que toi et moi n'avons jamais eue. Elle comprend mon travail, mes ambitions. Elle me fait me sentir vivant à nouveau. Alors, voler 23 000 $ te fait aussi te sentir vivant? Je subvenais aux besoins de mon fils. Ton fils? Je laissais les mots flotter dans l'air. Trevor, tu es marié avec moi depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, nous n'avons jamais sérieusement discuté d'avoir des enfants. Pas une seule fois. Tu disais toujours que tu n'étais pas prêt, que ta carrière passait avant tout, que peut-être un jour, quand les choses se seraient calmées. Le visage de Trevor pâlit. Mais avec Céleste, tu étais prêt immédiatement. Tu as eu un enfant avec elle tout en me disant que nous devions attendre. Tu as joué le rôle de père auprès de Daniel pendant 4 ans, tout en trouvant des excuses pour expliquer pourquoi notre mariage ne pouvait pas avancer. Victoria, non. Laisse-moi finir. Parce que c'est cette partie qui me touche vraiment. Ce n'est pas seulement le fait que tu m'aies trompé. Ce n'est pas seulement le fait que tu m'aies menti. C'est le fait que tu lui aies donné tout ce que tu prétendais que nous ne pouvions pas nous permettre. Du temps, de l'attention, un engagement financier, un investissement émotionnel, un enfant, un avenir. Tu lui as donné la vie que tu disais impossible avec moi. Les larmes coulaient sur mon visage, mais ma voix restait ferme. Alors, ne t'avise pas de t'asseoir dans mon salon et de me dire qu'il s'agit d'adultes matures qui gèrent les choses de manière rationnelle. Il s'agit d'un homme qui a décidé que sa femme était jetable et qui a élaboré des plans complexes pour se débarrasser d'elle. Trevor pleurait aussi maintenant. Victoria, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles. Mais ce que tu as fait, tu as tout détruit. Céleste ne me parle plus. Daniel n'arrête pas de demander pourquoi ils ont dû partir. Ma carrière est terminée. Je n'ai plus rien. Papa a pris la parole. À quoi t'attendais-tu quand Victoria l'a découvert? Je pensais qu'elle serait en colère, mais je pensais qu'elle finirait par entendre raison. Je pensais qu'elle voudrait aussi passer à autre chose. Tu pensais qu'elle te faciliterait les choses. Papa l'a corrigé. Tu pensais qu'elle nettoierait ton gâchis et disparaîtrait discrètement pour que tu n'aies pas à faire face aux conséquences. Peut-être, a admis Trevor. Peut-être que je pensais que Victoria s'en occuperait. Elle s'occupait toujours de tout le reste. L'honnêteté de cet aveu m'a frappé comme un coup physique. En 8 ans de mariage, Trevor en était venu à me considérer comme quelqu'un qui résolvait les problèmes et absorbait les inconvénients afin que sa vie puisse se dérouler sans heurts. Lorsque sa double vie est devenue intenable, il l'a abordée comme n'importe quel autre problème qu'il s'attendait à ce que je règle pour lui. Voici ce qui va se passer, ai-je dit d'une voix calme et claire. Nous allons divorcer. Tu vas accepter le règlement, a proposé Catherine, qui comprend le remboursement intégral de l'argent que tu as volé, plus une compensation pour mes frais juridiques et mon préjudice moral. Victoria, je n'ai plus autant d'argent. Alors tu paieras pendant des années si nécessaire. Tu me céderas également ta part de cette maison, puisque tu as déjà démontré que tu la considérais comme jetable. La maison représente la moitié de mon patrimoine. C'est là que tu comptes installer ta petite amie et ton enfant après avoir expulsé ta femme. Tu as perdu tout droit sur cette maison. Papa acquiesça d'un signe de tête. Cela me semble juste. Trevor nous regarda tour à tour, le visage empreint de défaite. Et si je refuse, nous engagerons des poursuites pénales. Je répondis simplement, usurpation d'identité, fraude électronique, falsification de documents. Catherine dit que tu risques une peine de prison fédérale, d'autant plus que tu as franchi les frontières de l'État pour commettre certains de ces crimes. Tu m'enverrais vraiment en prison.
Je laisserai vraiment la justice décider du sort des personnes qui commettent des crimes financiers contre leurs conjoints. Mais Trevor, je préférerais ne pas le faire. Non pas parce que je tiens à te protéger, mais parce que je veux en finir afin de pouvoir passer à autre chose. Trevor resta silencieux pendant un long moment, les yeux fixés sur ses mains. Lorsqu'il releva la tête, quelque chose avait changé dans son regard. « Je veux que tu saches, dit-il doucement, que je t'ai aimé autrefois. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que nous pouvions construire quelque chose de vrai ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai changé. Peut-être que j'ai commencé à vouloir des choses que je ne pensais pas que tu pouvais m'offrir. Peut-être que je me suis convaincu que nos problèmes étaient insolubles pour ne pas avoir à essayer de les résoudre et que Céleste pouvait t'offrir ce que je ne pouvais pas t'offrir. » Trevor resta silencieux pendant un long moment. Céleste me voyait comme je voulais être vu. Une femme qui avait du succès, qui était importante, passionnante. Avec toi, j'avais l'impression d'être juste Trevor. Juste un type qui voyageait trop, travaillait trop et n'était pas très doué pour être un mari. Alors, au lieu d'essayer d'être un meilleur mari, tu as trouvé quelqu'un qui ne savait pas à quel point tu étais mauvais dans ce rôle. Je suppose que c'est exactement ce que j'ai fait. Papa s'est éclairci la gorge. Fiston, c'est de la chose la plus honnête que tu aies dite depuis que tu es entré ici. Trevor l'a regardé. Robert, je sais que tu me détestes. Tu as tout à fait le droit. Je ne te déteste pas, a dit papa, nous surprenant tous les deux. Je pense que tu es un lâche et un imbécile, et je pense que tu as traité ma fille comme une moins que rien. Mais je ne te déteste pas. Je ne te respecte tout simplement pas. C'est peut-être pire. C'est pire. La haine est une émotion. Le manque de respect est un jugement. Trevor s'est retourné vers moi. Victoria, si j'accepte tout ce que tu as demandé, si je signe tous les papiers que ton avocat me présentera, envisageras-tu de ne pas porter plainte? J'ai regardé cet homme qui avait partagé mon lit, ma maison, ma vie pendant 8 ans, qui m'avait fait me sentir petite, jetable et reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il m'accordait, qui avait prévu de m'effacer de ma propre vie et s'attendait à ce que je le remercie pour cela. J'y réfléchirai, ai-je finalement répondu. Mais Trevor, comprends bien ceci. Je ne suis plus la femme que tu as épousée. Je ne suis plus la femme qui s'est rabaissée pour que tu te sentes plus grand. Je ne suis plus la femme qui acceptait tout ce que tu étais prêt à donner et ne demandait rien de plus. Je comprends. Tant de mieux, parce que la prochaine femme avec qui tu t'engageras mérite mieux que ce que tu m'as donné. Et surtout, ton fils mérite un père qui ne ment pas aux personnes qu'il est censé aimer. Trevor acquiesça, les larmes coulant toujours. Je vais signer les papiers. Catherine te contactera cette semaine pour tout organiser. Il se leva lentement, jetant un dernier regard autour de lui dans le salon. Pour ce que ça vaut, Victoria, tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es extraordinaire. Je suis désolé. Il m'a fallu tout détruire pour réaliser à quel point je prenais les choses pour acquises. Après son départ, papa et moi sommes restés assis dans le calme du soir. « Comment te sens-tu? » demanda-t-il. « Vide, répondis-je honnêtement. Mais pas dans le mauvais sens du terme, comme si j'avais enfin posé quelque chose de lourd que je portais depuis trop longtemps. C'est exactement ce que tu as fait, ma chérie. Papa, merci de m'avoir défendu, d'avoir cru que je valais la peine qu'on se batte pour moi. Victoria, tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. Ne l'oublie plus jamais. » Alors que je regardais la dernière lueur s'évanouir sur l'océan depuis la fenêtre de mon salon, dans ma maison, dans ma vie qui m'appartenait à nouveau, j'ai réalisé que demain serait le premier jour depuis 8 ans où je me réveillerais sans me poser de questions. Quand Trevor rentrerait à la maison et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne, j'attendais demain avec impatience. 3 semaines après que Trevor ait signé les papiers du divorce, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu à la bibliothèque. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mais chaleureuse. Madame Hayes, ici le Dr. Sarah Mitchell du département principal de l'éducation. Je vous appelle au sujet de votre candidature à un diplôme et des circonstances récentes qui ont attiré notre attention sur vous. Mon cœur s'est serré. D'une manière ou d'une autre, le scandale de mon divorce avait atteint l'université. Mes rêves de revenir à la direction pédagogique étaient probablement terminés avant même d'avoir commencé. Dr. Mitchell, si cela concerne la procédure judiciaire, en fait, Madame Hayes, il s'agit de votre gestion exceptionnelle d'une situation difficile. Les nouvelles vont vite dans les milieux éducatifs,
surtout lorsqu'il s'agit d'une personne avec votre parcours et les programmes d'alphabétisation que vous avez développés. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de bureau, confuse. Madame Caldwell a fait l'éloge de votre travail ici, a poursuivi le Dr. Mitchell. Mais ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est la façon dont vous avez géré votre crise personnelle tout en conservant vos responsabilités professionnelles et vos normes éthiques. Nous avons suivi l'affaire par l'intermédiaire de contacts communs dans le milieu juridique. Je ne suis pas sûr de comprendre, Madame Hayes, la façon dont vous avez documenté les preuves, protégé vos intérêts et tenu quelqu'un responsable de crimes financiers tout en conservant votre dignité et votre statut professionnel. Cela démontre exactement le type de leadership et d'esprit critique que nous recherchons dans notre programme d'études supérieures. Je suis resté sans voix. En fait, nous aimerions vous proposer quelque chose qui va au-delà de l'admission standard. Nous avons un nouveau programme de bourse pour les femmes qui ont surmonté des défis personnels importants tout en faisant preuve d'excellence professionnelle. Il s'agit d'une bourse d'études complète et d'une allocation de recherche. Seriez-vous intéressé d'en savoir plus? En octobre, le monde de Trevor s'était complètement effondré, tandis que le mien se reconstruisait plus fort que jamais. Catherine m'a appelé pour me donner des nouvelles qui donnaient l'impression que la justice avait enfin rattrapé son retard. Apex Strategic Solutions ne se contente pas de licencier Trevor, m'a-t-elle rapporté lors d'un de nos rendez-vous mensuels. Il procède à un audit complet de ses comptes de dépenses sur les 5 dernières années. Il s'avère que votre situation n'était pas unique. Il gonflait ses dépenses professionnelles et falsifiait ses rapports depuis bien plus longtemps que nous le pensions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il risque des poursuites fédérales pour avoir fraudé son employeur, et pas seulement vous. La société intente également une action civile pour récupérer les paiements frauduleux. Trevor risque des années de responsabilité financière au-delà de ce qu'il vous doit. L'expertise comptable de nos biens matrimoniaux a révélé des détails encore plus choquants. Trevor avait ouvert des cartes de crédit à nos 2 noms, utilisant mon excellente cote de crédit pour financer sa double vie. Il avait effectué des avances de fonds sur nos lignes de crédit communes, toujours pour des montants juste en dessous du seuil qui aurait déclenché des notifications automatiques. Selon Catherine, le montant total détourné est plus proche de 37 000 que des 23 000 initialement calculés. Il était très habile pour dissimuler les petites transactions. Mais les obligations financières de Trevor étaient le moindre de ses problèmes. La nouvelle de sa fraude s'était répandue dans le milieu très fermé des consultants, le rendant pratiquement inemployable dans son domaine. Sa réputation professionnelle était détruite et sa vie personnelle n'était guère meilleure. Grâce à des connaissances communes, j'ai appris que Céleste était effectivement retournée dans le Vermont avec Daniel. Elle avait demandé la garde exclusive et sollicitait une pension alimentaire, mais elle avait également pris des mesures pour se distancier des problèmes juridiques de Trevor. Une femme intelligente, elle a engagé son propre avocat. Madame Caldwell l'a mentionné lors d'une de nos pauses café. Mon cousin travaille dans le cabinet qui la représente. Apparemment, elle prétend avoir été une victime inconsciente de la tromperie de Trevor et ne plus vouloir avoir affaire à lui. Est-ce vrai? D'après ce que j'ai compris, elle croyait sincèrement que Trevor était déjà divorcé lorsqu'ils ont commencé leur relation. Lorsqu'elle a découvert les crimes financiers et l'usurpation d'identité, elle a été horrifiée. Elle coopère avec les autorités pour éviter toute poursuite judiciaire à son encontre. La validation la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. Le directeur Martinez de l'école primaire Seaside m'a appelé en novembre avec une offre qui a tout changé. Victoria, je sais que vous commencez vos études supérieures en janvier, mais j'ai une proposition à vous faire. Notre directeur régional prend sa retraite au printemps prochain et le conseil scolaire souhaite moderniser notre approche du leadership éducatif. Il recherche quelqu'un qui ait des idées nouvelles, une expérience pratique et des compétences avérées en gestion de crise. Les nouvelles vont vite, Victoria. La façon dont vous avez géré votre situation personnelle, tout en assumant vos responsabilités professionnelles et en protégeant les programmes communautaires. C'est exactement le type de leadership dont nous avons besoin. Accepteriez-vous de postuler au poste de directrice adjointe? L'offre s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, d'avantages sociaux et de la possibilité de façonner la politique éducative de tout le district. Plus important encore, elle représentait tout ce que Trevor avait prétendu que je ne pourrais jamais atteindre. L'avancement professionnel, la reconnaissance professionnelle et l'indépendance financière.
Le poste commencerait après l'obtention de votre maîtrise, a poursuivi le directeur Martinez. Nous sommes prêts à nous adapter à votre emploi du temps et à vous offrir des possibilités supplémentaires de développement professionnel. Victoria, vous avez déjà prouvé que vous pouviez diriger sous pression. Nous voulons maintenant vous donner les moyens de le faire officiellement. Ce soir-là, j'ai appelé mon père pour lui annoncer la nouvelle. Directrice adjointe, a-t-il répété avec une fierté évidente. C'est bien ma fille, de bibliothécaire à responsable du district en 2 ans. Cela semble irréel. Il y a 1 an, je trouvais des excuses pour expliquer pourquoi Trevor ne pouvait pas assister aux événements scolaires. Maintenant, ils veulent que je dirige tout le district. Victoria, tu n'as pas acquis les qualifications nécessaires pour ce poste au cours de l'année écoulée. Tu les avais depuis toujours. Tu as simplement cessé de laisser quelqu'un d'autre te convaincre du contraire. Le contraste entre ma vie et celle de Trevor est devenu encore plus flagrant à l'approche de l'hiver. Alors que je m'épanouissais sur le plan professionnel et universitaire, Trevor travaillait dans un petit cabinet comptable à Augusta, gagnant une fraction de son ancien salaire et vivant dans un appartement d'une chambre près de l'autoroute. Il m'avait contacté 2 fois depuis que le divorce avait été prononcé. Il voulait me demander si j'accepterais de réduire ses mensualités et me demander une référence pour une candidature à un emploi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, m'avait-il dit lors du 2e appel, mais certains employeurs veulent des références morales et tu es la seule personne qui me connaisse depuis longtemps et qui ne soit pas en colère contre moi. J'ai refusé ces 2 demandes, mais pas par méchanceté. Trevor, je ne suis pas la personne indiquée pour garantir ta moralité et je ne vais pas te permettre d'échapper aux conséquences de tes choix. Tu dois reconstruire ta réputation auprès de personnes qui ne t'ont pas vu tromper systématiquement tout ton entourage. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis en thérapie pour essayer de comprendre comment j'ai pu devenir quelqu'un capable de faire ce que j'ai fait. C'est bien, tu devrais le faire, mais fais-le pour toi et pour Daniel, pas parce que tu penses que cela changera l'opinion que j'ai de toi. La validation la plus inattendue est venue en décembre, lorsque Céleste m'a envoyé une lettre. Pas par l'intermédiaire d'avocats, juste une simple note manuscrite transmise par le bureau de Catherine. « Madame Hayes, disait-elle, je voulais que vous sachiez que j'ai souvent pensé à vous depuis que tout cela s'est produit. Je réalise maintenant que je vivais dans un fantasme créé par Trevor et que ce fantasme exigeait que votre vie soit effacée. J'ai honte d'avoir pensé que c'était acceptable, même lorsque je croyais à ces mensonges selon lesquels votre mariage était terminé. Vous avez fait preuve d'une force incroyable pour vous protéger. Et j'espère qu'un jour je pourrai être aussi courageuse que vous l'avez été. Je voulais également vous dire que Daniel me pose parfois des questions sur la gentille dame aux fleurs. Je lui réponds que vous êtes une personne bien qui mérite d'être heureuse. J'espère que vous trouverez le bonheur. Céleste, j'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce qu'elle représentait quelque chose d'important. La reconnaissance que ma douleur avait compté, que ma vie avait de la valeur, que me rayer de l'équation n'avait jamais été une solution acceptable. Ne plus l'être au moment où mon premier semestre à l'université commencerait. En janvier, j'avais établi une routine qui me semblait à la fois familière et complètement nouvelle. Du lundi au mercredi, je travaillais à la bibliothèque, développant des programmes qui étaient désormais étudiés par d'autres districts comme modèle d'engagement communautaire. Du jeudi au samedi, je suivais des cours qui me stimulaient intellectuellement comme je ne l'avais plus été depuis mes années de licence. Le dimanche restait un moment sacré avec mon père, mais nos conversations portaient désormais sur mes objectifs de carrière, mes recherches universitaires et mes projets de réforme de l'éducation. La femme que Trevor avait rejetée comme étant simplement Victoria était en train de devenir le Dr. Victoria Hayes, leader dans le domaine de l'éducation et défenseur des programmes d'alphabétisation en milieu rural. La maison qu'il avait prévu de donner était devenue mon sanctuaire et mon espace d'étude. La sécurité financière qu'il avait tenté de me voler était plus solide que jamais, fondée sur mes propres revenus et une planification minutieuse plutôt que sur la dépendance à la carrière de quelqu'un d'autre. Plus important encore, le doute de moi-même et les attentes réduites qui avaient défini mon mariage avaient été remplacés par une confiance et une ambition qui m'avaient moi-même surprise. Alors que je me préparais pour mes examens complets au printemps, j'ai réalisé que Trevor m'avait en fait un cadeau inattendu. Il m'avait forcé à découvrir ce dont j'étais capable lorsque j'avais cessé d'attendre la permission de vivre ma propre vie. Cette validation n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle,
profonde et permanente. J'avais appris que je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter ou définir ma valeur. J'avais appris que je pouvais me protéger, me battre pour moi-même et construire la vie que je voulais de mes propres mains. Et surtout, j'avais appris que certaines fins sont en réalité des débuts déguisés. 2 ans après que Trevor ait signé les papiers du divorce, je me tenais dans mon jardin par une fraîche matinée de mai, vêtu de ma toge et de mon mortier, attendant que mon père finisse de régler son appareil photo. Aujourd'hui, c'était la remise des diplômes de ma maîtrise et demain, je commencerai officiellement mon poste d'assistant du directeur du district scolaire de Millbrook Harbor. Ne bougez pas, Dr. Hayes, m'a dit mon père avec un sourire qui ne l'avait pas quitté depuis que j'avais reçu la confirmation officielle de mon diplôme. Je veux prendre une photo de vous ici, près des roses que votre mère a plantées. Le jardin avait prospéré sous mes soins, devenant encore plus beau qu'à mes débuts, 8 ans plus tôt. Les roses étaient en pleine floraison. Le coin herbe aromatique que j'avais ajouté fournissait des ingrédients frais pour la cuisine, que j'avais redécouverte avec plaisir, et le petit coin de lecture que j'avais aménagé l'été dernier était devenu mon endroit préféré pour corriger des copies et planifier des réformes du programme scolaire, cette maison. Ma maison était désormais, légalement et complètement, passée du statut de jolie prison à celui de sanctuaire d'indépendance et d'épanouissement. Chaque pièce renfermait des souvenirs de la femme que j'étais devenue, plutôt que de celle que j'avais été autrefois. Papa, j'ai quelque chose à te dire, lui ai-je dit pendant qu'il prenait des photos. On m'a proposé une autre opportunité. Il a baissé son appareil photo. C'est mieux que le poste d'assistante surintendante? C'est différent. Le département de l'éducation de l'État veut que je dirige un groupe de travail sur les programmes d'alphabétisation en milieu rural. Cela impliquerait de voyager dans tout le Maine pour aider les petits districts à développer des initiatives éducatives communautaires comme celle que j'ai créée ici. Cela semble être exactement ce que tu es destiné à faire. Cela signifierait également que tu pourrais rédiger des politiques éducatives au niveau de l'État, voire poursuivre un doctorat à terme. Le sourire de papa s'élargit encore. Victoria, il y a 3 ans, tu avais peur de prendre un emploi à temps partiel à la bibliothèque sans la permission de Trevor. Maintenant, tu parles de façonner la politique éducative de tout l'État. Je sais que parfois, j'ai moi-même du mal à y croire. Je peux y croire. J'ai toujours su que tu avais cela en toi. Je n'étais simplement pas sûr que tu aurais un jour l'occasion de le montrer. La cérémonie de remise des diplômes cet après-midi-là était modeste, mais significative. Madame Caldwell était venue avec plusieurs collègues de la bibliothèque et des enseignantes du district qui avaient travaillé avec mes programmes d'alphabétisation. Le directeur Martinez a prononcé un discours sur les héros locaux qui ont prouvé que le leadership vient du caractère et pas seulement des diplômes. Mais le moment le plus marquant est survenu pendant la réception, lorsqu'une jeune femme s'est approchée de moi avec un sourire timide. Dr. Hayes, je m'appelle Jennifer Morrison. Enfin, Jennifer Patterson maintenant. J'ai participé à votre tout premier programme d'alphabétisation il y a 3 ans. Je me souvenais d'elle, une mère célibataire qui avait du mal à aider son fils de 7 ans à surmonter ses difficultés en lecture. Jennifer, comment allez-vous? Comment va Michael? C'est ce que je voulais vous dire. Michael lit maintenant, au niveau de sa classe, et moi, j'ai commencé à suivre des cours. Je viens d'obtenir mon diplôme en éducation préscolaire. Je voulais vous remercier de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec la reconnaissance ou l'avancement professionnel. C'était le sentiment d'accomplissement que l'on éprouve quand on sait que son travail a vraiment changé la vie de quelqu'un. Ce soir-là, papa et moi avons fêté cela en dînant au restaurant Ocean View, le même endroit où Trevor et moi avions dîné pour nos anniversaires de mariage, à l'époque où nous prétendions encore que notre mariage fonctionnait. Des nouvelles de Trevor ces derniers temps? M'a demandé papa alors que nous partagions une part de gâteau au chocolat. Son paiement mensuel est arrivé à temps, comme d'habitude. Catherine dit qu'il a toujours été ponctuel dans toutes ses obligations depuis que le divorce a été prononcé. Comment va-t-il? D'après ce que j'ai entendu, il travaille toujours dans ce cabinet comptable à Augusta. Il mène une vie tranquille et fait profil bas. Je pense que les conséquences professionnelles et personnelles l'ont vraiment rendu plus humble. Et Céleste et le garçon, Daniel, vont bien, d'après les dernières nouvelles que j'ai reçues. Céleste s'est mariée avec quelqu'un dans le Vermont, un enseignant, je crois,
Quelqu'un qui partage ses valeurs en matière de famille et d'honnêteté. Daniel l'appelle papa maintenant. C'est probablement mieux ainsi. Je le pense aussi. Trevor a droit à des visites supervisées 2 fois par mois, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt gênant pour tout le monde. Daniel se souvient à peine de lui. Et Trevor, eh bien, Trevor n'est pas vraiment un père modèle. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le coucher de soleil peindre le port de nuances dorées et roses. Victoria, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr, as-tu déjà pensé à te remettre en couple, à rencontrer quelqu'un de nouveau? J'ai souri. J'y pense parfois. Mais honnêtement, papa, je suis tellement heureuse de ma vie actuelle que l'amour me semble être quelque chose qui serait agréable si cela arrivait, mais pas quelque chose dont j'ai besoin. C'est probablement l'attitude la plus saine que tu puisses avoir. Peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui enrichira ma vie au lieu de m'enlever quelque chose. Mais si cela n'arrive jamais, ça me va aussi. Ta mère serait si fière de toi, dit papa doucement. Elle disait toujours que tu avais une force de caractère que la plupart des gens ne reconnaissaient pas. J'aurais aimé qu'elle puisse voir que j'ai compris cela. Elle savait que tu y arriverais. Elle m'a dit un jour que tu étais le genre de personne qui s'épanouirait tardivement, mais qui s'épanouirait magnifiquement. Elle avait raison. 3 mois plus tard, alors que je me préparais pour mon premier jour en tant qu'assistante surintendante, j'ai reçu un courrier inattendu. L'adresse de l'expéditeur indiquait l'appartement de Trevor et Augusta, et à l'intérieur se trouvait une brève note manuscrite. Victoria, j'ai vu l'article dans le Portland Press Herald concernant ta nomination. Je voulais que tu saches que je suis fier de la personne que tu es devenue, même si je n'ai aucun mérite dans tout cela. Je réalise maintenant que j'ai passé 8 ans à essayer de te rabaisser parce que cela me faisait me sentir plus grand. Je suis désolé pour cela et je suis heureux que tu ne m'aies pas laissé réussir. J'espère que ton nouveau poste t'apportera toute la satisfaction que tu mérites. Trevor, j'ai lu la note 2 fois, puis je l'ai rangée dans le dossier où je conservais les documents importants, non pas parce que je lui avais pardonné ou qu'il me manquait, mais parce qu'elle représentait la fin définitive d'un chapitre de ma vie. Cet après-midi-là, je me suis assise dans mon nouveau bureau, regardant le port à travers les fenêtres qui offraient la même vue que chez moi. Sur mon bureau se trouvaient des plans stratégiques pour la réforme de l'éducation, des propositions de recherche pour des initiatives en faveur de l'alphabétisation et une photo encadrée de mon père et moi le jour de la remise des diplômes. Point. Sur mon étagère se trouvait un petit pot en céramique que Daniel avait fabriqué lors d'une de nos activités du programme d'alphabétisation, à l'époque où il n'était qu'un petit garçon confus pris dans la toile de mensonges de son père. Je l'avais gardé pour me rappeler que même dans les situations les plus chaotiques, il existe des cœurs innocents qui méritent d'être protégés et pris en charge. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de mon père. Premier jour dans le grand bureau, ça fait quoi d'être aux commandes? Je répondis, exactement là où je suis censé être. Et c'était vrai. Après avoir passé des années à me sentir comme un personnage secondaire dans ma propre vie, j'étais enfin l'héroïne de mon histoire. J'avais un travail qui comptait, des relations fondées sur l'honnêteté et le respect mutuel, et un avenir plein de possibilités que je créais moi-même. La femme qui attendait autrefois près de la fenêtre le retour de son mari était devenue celle vers qui les autres se tournaient pour trouver leadership et conseil. La femme qui absorbait autrefois les critiques et les reproches était devenue quelqu'un qui fixait des limites et exigeait le respect. La femme qui s'était autrefois rabaissée pour satisfaire l'ego de quelqu'un d'autre était devenue quelqu'un qui utilisait toute sa force pour élever les autres. En parcourant les couloirs du bureau du district cette première semaine, devant les photos des anciens directeurs, tous des hommes, tous beaucoup plus âgés que moi, j'ai pensé aux filles de nos écoles qui allaient désormais voir un autre type de leadership. Elles allaient voir que la force ne passait pas nécessairement par le tonus, que l'intelligence était plus puissante que l'intimidation, et que la femme qui semblait calme et accommodante pouvait être l'adversaire la plus redoutable à laquelle elles auraient jamais affaire, car parfois, c'était la meilleure. La vengeance n'est pas une punition. C'est devenir si prospère, si épanoui et si pleinement soi-même que la personne qui a essayé de vous rabaisser n'a plus aucune importance pour votre bonheur. Trevor avait amené sa maîtresse pour mettre fin à notre mariage, pensant que je m'effacerais simplement pour lui faciliter la tâche. Au lieu de cela, il a reçu une leçon magistrale sur ce qui arrive quand on sous-estime une femme qui prend enfin conscience de sa propre valeur. La partie était bel et bien terminée.
mais c'est moi qui ai gagné. Dans la suite, vous découvrirez 2 autres histoires que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Si celle-ci vous a touché, vous allez adorer les suivantes. Appuyez pour poursuivre votre voyage.